Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle soirée de l'Université populaire Art, Littérature et Cinéma. Nous avons pu voir en avant-première, bien sûr, Le Consentement, un film très attendu. On avait, comme beaucoup d'entre vous, lu le livre. On était très impatients, on a été ravis de voir le film. J'espère que ça va être le cas pour vous ce soir. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir la réalisatrice du film, Vanessa Philo. Merci. Bonsoir Vanessa Philo, donc on est vraiment ravis de vous accueillir. Un petit mot de présentation, on aura le temps évidemment tout à l'heure d'échanger avec le public de Pessac, avec les publics des autres salles. Un petit mot peut-être d'introduction avant de lancer la projection. Déjà, merci beaucoup à vous tous d'être aussi nombreux ce soir. Je suis très émue. Je trouve cette initiative absolument formidable. Donc, je salue aussi les spectateurs, spectatrices des autres salles présents ce soir. C'est un film qui est très important pour moi, mais aussi pour toute l'équipe qui a apporté ce film. Et je pense aussi à mes acteurs et actrices. Et évidemment, c'est un film qui s'inscrit dans le combat qui a été initié par Vanessa Springora, à savoir encourager la parole. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse à l'idée d'échanger avec vous après le film. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce film, pour créer ces moments de partage et de dialogue. Donc merci beaucoup par avance. Merci beaucoup Vanessa Philo. Alors, c'est jamais facile d'enchaîner après un film comme celui-là. Donc je vais poser quelques premières questions. Alors, peut-être, je vais commencer par le titre du film, Le Consentement. Alors, évidemment, quand on dit le consentement, on pense spontanément à Vanessa Springora. Mais finalement, en revoyant le film, on pense aussi à tout l'environnement autour de Vanessa, justement. On pense par exemple à sa mère, qui finalement consent à cette relation, en tout cas même si elle y résiste au début, mais surtout plus largement, et je crois que ça fait partie des choses qui sont surprenantes au fond, c'est-à-dire que quelqu'un comme Gabriel Matzneff, c'est un prédateur, et des prédateurs, il en a existé, il en existera encore. Par contre, le fait qu'autour de ce prédateur, il y ait beaucoup de personnes, et notamment, vous voyez au générique cette fameuse émission d'Apostrophe qui date de 1990, c'est pas si vieux que ça. Donc notre société, notamment le milieu littéraire, mais pas seulement, a consenti finalement à tout ce qu'on vient de voir. Comment vous avez appréhendé cet aspect-là? Comment vous l'avez découvert? Comment vous avez souhaité le représenter? Mais déjà, c'est très juste le début de votre question, parce que moi, à travers ce film, je voulais vraiment interroger le consentement, évidemment, de Vanessa, mais le consentement de sa mère aussi, et le consentement d'une société. Alors, le film se passe dans les années 80. On dit souvent c'était une autre époque. Alors, oui, c'était une autre époque, mais pas si lointaine non plus, il faut quand même le rappeler. Mais c'était une époque qui, en tous les cas, se voulait permissive, se voulait complaisante, prenait la transgression. Et en fait, comment j'ai appréhendé ça, surtout comment j'ai continué de me questionner, c'est-à-dire, je pense qu'à travers ce film, il y avait aussi une volonté de comprendre l'incompréhensible, d'essayer de comprendre comment notre société avait toléré l'intolérable. Pour moi, c'était très important dans le film de mettre cette archive, en fait, de cette émission d'Apostrophe, pour rappeler déjà que c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui a véritablement existé. Et aussi parce que je n'arrive toujours pas à saisir comment notre culture, comment notre société, oui, a permis à un homme comme Gabriel Matzneff de venir sur un plateau de télévision pour faire concrètement apologie à la pédophilie, enfin maintenant on dit pédocriminalité, lui a laissé prôner sa vérité au détriment de la vérité de ses victimes. Et évidemment, quand on voit une émission comme celle-ci, on peut se demander si le laisser comme ça prendre la parole, saisir cette tribune-là, n'a pas encouragé d'autres prédateurs à agir ainsi. Mais on pense aussi aux victimes, à toutes les victimes qui se sont senties
encore plus seuls dans leur souffrance et avec ce sentiment de culpabilité terrible qui est confus quand on subit un abus sexuel, quand on subit une emprise telle que ceci. Mais j'ai d'autres victimes qui sont venues se confier à moi, qui m'ont raconté aussi. Et il y a le témoignage d'une femme qui m'a beaucoup marquée, qui m'a dit qu'elle avait 9 ans quand l'émission d'Apostrophe était passée. Elle avait été victime d'inceste dans son enfance. Et quand elle a vu l'émission, elle s'est dit, puisqu'il est invité dans cette émission littéraire aussi prestigieuse, et que tout le monde l'applaudit pour ça, et que ça a l'air de ne choquer personne, alors c'est que ma souffrance n'a pas raison d'être, en fait. Puisque ça ne choque personne, alors ça ne doit pas être si grave ce que je ressens. Alors, vous dites ça choque personne, il y a quand même une personne qui est choquée sur le plateau, qui est Denise Bombardier. Oui. Et c'est important, c'est une femme, elle n'est pas française justement, elle est canadienne. Et évidemment, vous ne pouvez pas tout montrer dans le film, mais ce qu'on peut lire, c'est que c'est elle qui a été attaquée les jours qui ont suivi l'émission. Ah mais ça a été terrible, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait aussi la volonté de lui rendre hommage dans le film, parce que c'est la seule qui s'est interposée. Et il faut savoir que suite à cette émission-là, elle a été lynchée. Elle a été traitée de salope, de mal baisée, excusez-moi pour la vulgarité, mais ce ne sont pas mes mots. Elle a été vraiment traumatisée. Et à mon grand regret, nous voulions vraiment, avec les producteurs et avec l'équipe, lui montrer le film, mais elle vient de partir. Mais c'était important pour nous de lui rendre hommage, oui. Alors, c'est aussi une histoire de littérature. Hein. Alors, on parle bien sûr de Vanessa Springora, mais aussi, bien sûr, de Gabriel Maznev, donc, qui est cité nommément dans le film, ce qui n'était pas le cas dans le livre, où il y avait juste ses initiales. Est-ce que vous avez lu Maznev, et comment vous l'avez appréhendé, comment vous l'avez découvert? J'imagine que vous ne connaissiez pas forcément ses écrits avant de préparer ce film, donc je ne sais pas si des gens ont lu Maznev dans la salle, mais finalement on parle beaucoup de lui, mais on connaît... Alors, il y a des citations de ses livres dans votre film, mais on ne connaît pas forcément sa littérature. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, forcément, quand j'ai commencé l'écriture, enfin l'adaptation de ce livre, il fallait que je me documente énormément sur Gabriel Maznev, et je lis beaucoup, énormément, ses récits, enfin ses journaux intimes, ses carnets noirs. J'ai lu ses romans, ses essais. Alors il y a déjà une première chose qui m'a choquée, c'est que ce sont vraiment des écritures assez différentes. Mais en fait, c'est un auteur qui ne vendait pas beaucoup et qui avait vraiment fondé sa réputation, ce côté un peu sulfureux, scandaleux, qui plaisait tant à cette époque-là, sur ses journaux intimes, qui vraiment... était, au-delà d'être une succession de répétitions, était extrêmement mal écrit. Enfin, en tous les cas, moi, je les trouve très mal écrits, et d'un narcissisme terrible. Mais au-delà de son écriture, pour avoir lu ses journaux, j'ai été plus que choquée. C'est-à-dire que c'est véritablement un viol public. On peut mettre ces mots-là. Dans ses journaux, il décrit l'intimité de toutes ces jeunes filles, de toutes ses proies. Évidemment aussi, il décrit ses pratiques, tourisme sexuel à Manille avec ses petits garçons. Mais alors, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si, en fait, pour lui, au nom de l'art et au nom de la littérature, tout était permis. Et il chosifiait, il transformait ses proies en matière littéraire. Mais moi, je me souviens d'une archive que j'ai découverte très récemment, qui date de 2009. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on disait c'est une autre époque, c'est une époque qui n'est pas si lointaine. Et en fait, c'était sur France Culture. Et il y a un journaliste qui reçoit Gabriel Maznev et qui s'adresse aux auditrices en leur disant s'il vous plaît, mesdemoiselles, continuez à faire souffrir le grand Gabriel Maznev pour qu'il ait toujours de la matière littéraire et de quoi écrire. Voilà. Ça, c'est 2009. Ça, c'est 2009. Et sur France Culture, ce qui est quand même assez impressionnant, enfin étonnant. Alors, heureusement, il y a Vanessa Springora qui va dénoncer tout cela. Alors, quand on voit le générique, hein, au scénario, il y a bien écrit Vanessa Philo et
Vanessa Springora. Donc voilà, ce qui n'est pas si fréquent que ça, hein, le fait qu'un écrivain participe au scénario de l'adaptation de son propre récit. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration qui, j'imagine, a été exceptionnelle, enfin, je veux dire, sur le fond? Oui, en fait, ça fait partie aussi des incroyables aventures qui sont liées à ce film. En fait, on ne se connaissait pas du tout avant que je lui écrive une très très longue lettre pour lui expliquer toute ma démarche. Et puis on s'est rencontrés et de fil en aiguille, on a beaucoup partagé. Elle a été d'une extrême générosité avec moi, tout en faisant bien attention à me laisser me sentir libre, que je puisse m'approprier, d'un point de vue personnel aussi, l'adaptation et le film. Elle était extrêmement respectueuse de ça. Mais à force, voilà, on a partagé. Et moi, j'ai adoré ça. Et en plus, c'est une personne absolument merveilleuse. Et je trouve que, évidemment, toutes ces remarques, tous nos échanges ont vraiment fait grandir le scénario. Et à la fin, quand on était au générique du film, on prenait un verre toutes les deux et je lui parlais de tout ça et à quel point cette aventure humaine aussi, elle avait compté pour moi. Et je lui ai dit, Vanessa, je trouverais ça juste que tu sois créditée en collaboration au scénario parce que c'était pas prévu comme ça, parce que ça s'est passé comme ça et c'est aussi ton courage qui m'a inspirée tout au long de ce process. Et voilà, c'était très important pour moi qu'elle figure au scénario. Alors, on va passer rapidement la parole à la salle et aux autres salles. Une dernière question avant de passer le micro. Quand vous lisez le roman de Vanessa Springora, bon, c'est un récit autobiographique avec des actions qui sont décrites, mais aussi des réflexions sur ce qui est en train de se passer. Autrement dit, sur le papier, c'est pas forcément si facile que ça à adapter. Quels sont les défis que vous avez tout de suite ressentis dans la lecture? Vous dites, ça va être difficile, mais je vais quand même essayer d'y arriver. Voilà, on le sait bien, on vient de voir vous venez de voir le film. On est quand même sur la représentation de choses qui sont difficiles à regarder, sans doute à mettre en scène. Est-ce que vous pouvez nous parler de la difficulté de ce récit-là particulier? Je ne sais pas si je parlerais de difficulté, je parlerais plus de responsabilité. Première responsabilité à l'égard de Vanessa Springora, responsabilité aussi à l'égard de toutes les victimes. Et évidemment, mon désir absolu de ne pas la trahir une nouvelle fois en personnage de fiction, comme elle l'avait été à travers les journaux exhibitionnistes de Gabriel Matzneff. Donc voilà, c'était ma première... je ne sais pas si c'est... Oui, il n'y a pas de peur ou de difficulté, mais ma responsabilité, en tous les cas, c'était d'être au plus près de sa vérité. Et ne jamais m'en m'éloigner, parce qu'évidemment, dans toute forme d'adaptation, il y a forcément un petit peu de trahison, même involontaire, parce que j'étais obligée de fictionner des choses, de développer des dialogues, dans le cadre de la mise en scène. Mais c'était comment toujours rester au plus près de sa vérité à elle. Et après, par rapport à la représentation des scènes qui sont évidemment plus violentes dans le film, en vérité, j'avais tout de suite la conviction d'un film de sensations et d'émotions, et donc un film aussi physique. Et à la différence de livre, le film, lui, il est en temps réel des émotions, constamment. Mais j'étais tellement bouleversée par les émotions générées par le récit que pour moi, ça allait être ces émotions-là qui allaient guider ma caméra, comme guider tout le mouvement du film. Donc, comment dire, je crois que quand on adapte un récit comme celui-ci, de toute façon, on ne peut pas être autrement que dans une empathie totale avec le personnage et avec cette histoire. Donc, les sensations, ces émotions, elles m'ont de toute façon complètement... elles sont devenues viscérales. Et je ne sais pas si c'est une difficulté, en fait. C'est que je les ai écoutées, ces émotions, pour pouvoir les mettre en scène au mieux. Alors, j'ai une première question d'une autre salle. Où est Matzneff maintenant? Que lui est-il arrivé ou que lui arrivera-t-il?
Alors, que devient Gabriel Maznev? Alors, a priori, il est toujours à Paris. Et que lui arrivera-t-il? Je ne sais pas. C'est difficile comme question. Moi, je ne l'ai jamais rencontré et je ne veux surtout jamais le rencontrer. Donc, ce qui est certain, c'est que ses livres, ses journaux intimes et certains de ses essais aussi qui véritablement étaient des guides pour pédocriminels ont été interdits à la vente suite à la parution du consentement. Mais après, voilà, par exemple, pour un petit peu, je pense mieux le décrire aujourd'hui, suite au livre de Vanessa, il a quand même publié à compte d'auteur un livre qui s'appelle Le Vanessa Virus, en reprenant toute sa rhétorique victimaire, en se faisant passer encore pour la victime. Mais on le voit très bien dans le film, c'est-à-dire que quand il lui écrit, quand elle reçoit les mails, c'est 30 ans après. C'est véritablement du harcèlement. Alors, un mot peut-être justement toujours par rapport à son personnage à lui. Dès le début du film, en fait, il y a une voix off. Alors, on pourrait s'attendre à ce que la voix off soit celle de Vanessa, puisque c'est le récit de Vanessa Springora. Or, la voix off, c'est celle de Jean-Paul Rouve et donc du personnage de Maznev. Comment vous avez mis ça en place? Et on sent bien qu'il y a un travail d'acteur sur cette fameuse voix, hein, qui est très, justement, qui est dans le registre de l'emprise, de la manipulation, etc. Comment vous avez travaillé avec Jean-Paul Rouve là-dessus? Déjà, c'était une intention tout de suite d'utiliser de façon récurrente la voix off de Gabriel Maznev, parce que je voulais aussi signifier aussi son emprise sur elle à travers cette voix et ces mots, et en décryptant aussi ce mode opératoire qui était le sien, je voulais qu'on ressente à quel point elle était dépossédée progressivement de son libre arbitre, puisque clairement il l'a dépossédée moralement, culturellement et physiquement. Et je voulais aussi montrer à travers ce film cette errance qui était la sienne jusqu'à l'écriture, pour quelque part l'entendre seulement à ce moment-là, comme si finalement elle ne trouvait d'issue à son errance que dans cet acte-là, cet acte d'écriture et cette prise de parole. Donc voilà, ça c'était une première intention. Et avec Jean-Paul, Jean-Paul il a été de toute façon incroyable sur toute cette préparation et sur tout ce tournage. Et on a beaucoup travaillé aussi la chorégraphie la chorégraphie du prédateur, pour que l'emprise soit aussi celle qu'on pouvait voir à l'écran, à l'image. Et évidemment, Gabriel Maznev était un homme de mots qui utilisait son verbe pour manipuler et qu'il maîtrisait parfaitement. Mais il y avait aussi toute l'emprise par le corps, par le physique, et donc aussi par la voix. Et en fait, cette façon même qu'il a de lui parler, d'utiliser une voix à la fois persuasive, caressante, parfois menaçante, pour moi, ça raconte aussi cette emprise-là. Et Jean-Paul a vraiment travaillé sa voix, il a chorégraphié ses mots, je trouve qu'il a fait un travail d'incarnation absolument fabuleux, parce que c'est un personnage qui est compliqué à jouer, et il a été grandiose. Alors, je sais pas, Oui, il y a une question. Oui, bonsoir et Bonsoir. Merci pour ce magnifique film, Merci. vraiment bouleversant. J'ai une question. J'avais vu Éric Emmanuel Schmitt qui parlait de son livre quand il a écrit sur Hitler, Dans la part de l'autre, qu'il avait eu du mal à s'en sortir, à le vivre, qu'il était imbuvable dans sa famille en écrivant sur ce personnage. J'aimerais savoir si vous, et surtout Jean-Paul Rouve, comment vous êtes sortis après ce film, pour écrire sur ce monstre, quoi. Je pense que pour toutes les personnes de l'équipe, pour les acteurs, pour moi, on ne peut pas sortir indemne d'un film comme ça et d'un tournage comme ça, parce qu'évidemment, parce que c'était cette histoire bouleversante et cette histoire vraie qu'on était en train de mettre en scène. Donc parfois il y avait des jours comme ça où évidemment c'était d'une violence psychologique. Je ne parle pas juste des séquences à caractère intime et sexuel, je parle de toute la violence psychologique qu'il y a dans ce film, toute cette douleur. Et c'est difficile de prendre de la distance quand on sait que c'est véritablement arrivé.
Mais en même temps, je dis ça, et ce tournage a été d'une telle force. On était tous tellement soudés et combatifs et engagés dans ce projet pour aller justement jusqu'au bout, en espérant pouvoir aussi, à travers ce film, prolonger le combat de Vanessa Springora, encourager la parole, peut-être même faire œuvre de prévention, qu'une personne, 2 personnes dans une salle de cinéma puissent réparer sa confiance, puissent balayer aussi cet argument du consentement. En fait, tout ça nous a porté. Et puis le courage de Vanessa Springora aussi, qui a témoigné. Et du coup, les obstacles, la peur, les incertitudes, je crois qu'elles étaient moindres. Parce qu'on savait aussi pour quelles raisons on se battait en faisant ce film. Et l'ambiance sur le tournage, pour être tout à fait honnête, elle était d'une douceur et d'une bienveillance. Voilà, il y a beaucoup de personnes, cette équipe, qui sont devenues des amis très forts. On en parle encore, on se voit encore. Kim Hee-jin, c'est comme ma petite sœur. Aujourd'hui, on se voit tout le temps. C'est la petite sœur que je rêvais d'avoir. On est devenus très proches. Elle est merveilleuse. Donc voilà, derrière cette histoire et ces images, aussi terribles qu'elles soient, enfin, il y a une histoire d'amour entre nous qui a été vraiment rarissime. Alors, il y a une question oui, ici. Une question. Je voulais parler du choix des actrices et acteurs. Quelle démarche vous avez eue pour arriver à ce choix-là, notamment des 2 principaux personnages? Et y a-t-il des acteurs, et notamment sur le personnage de Masnev, qui ont refusé ce personnage? En fait, on a pensé très vite à Jean-Paul Rouve, avec ma directrice de casting, Bénédicte Guillot. On était... Moi, je trouve déjà que c'est un immense acteur et qui est vraiment capable de transformation, de composition comme peu d'acteurs. Et en fait, on avait juste peur en se disant, mais est-ce qu'il va accepter de faire un rôle comme celui-ci? Parce que c'est quand même courageux, c'est-à-dire qu'on voit un personnage pour lequel on n'éprouvera aucune empathie du début à la fin du film. Donc, de la part d'un acteur, c'est courageux d'incarner un rôle comme celui-ci. Mais il se trouve que Jean-Paul, il avait lu le livre de Vanessa Springora, qui l'avait énormément touché. Et en fait, on s'est rencontrés très vite. Et il a dit oui très vite. Et ça s'est passé de cette façon-là, en fait. Et il y a eu d'abord, avant même qu'il lise le scénario, on s'est rencontrés. On a beaucoup parlé, tous les 2. Il y a eu un véritable échange. Moi, j'ai eu un coup de foudre humain et artistique pour cet homme. Et voilà, ça s'est passé comme ça, en fait. Il y a des histoires comme ça aussi dans le cinéma. Et Kim, on avait commencé d'abord une sorte de casting un peu sauvage, où on a reçu énormément de lettres absolument bouleversantes de très jeunes filles, même qui nous écrivaient en nous disant je sais que je suis trop jeune pour le rôle, je sais que je suis trop âgée pour le rôle, mais je tenais juste à vous écrire pour vous dire à quel point le livre de Vanessa Springora a été un événement dans ma vie, à quel point il m'a fait changer et réfléchir, à quel point il m'a libérée. Et on a fait après 2 semaines de casting, et en fait, on pensait même en faire 4 mois de casting, parce que pour des rôles comme ça, par exemple pour mon précédent film, on a fait 4 mois et demi de casting pour trouver la petite fille le dernier jour. Donc on ne sait jamais, en fait, il n'y a pas de règle. Mais au bout de 2 semaines, alors là on a eu une chance incroyable, Kim Hee-jin est arrivé, et ça a été une évidence tout de suite. Et on s'est mis à travailler tout de suite. Et en plus de ça, comme le tournage s'est décalé 2 fois, parce qu'on était à la sortie du Covid, tout ça, ça a été un petit peu compliqué, tous les films se décalaient. Ça nous a laissé le temps, avec Kim et avec Jean-Paul, de se voir beaucoup, pour vraiment tisser un lien entre nous, et justement trouver un endroit comme ça de confiance très fort qui nous a permis de faire ce film ensemble. Il y a toujours un mal pour un bien quand les choses se décalent, je crois. Donc voilà. Merci. Alors, oui. Là-haut. Bonsoir. Je suis là-haut. Ah, bonsoir. Bonsoir. J'ai vu votre film déjà la semaine dernière à la première séance, et j'en suis sortie partagée entre deux sentiments. L'idée que je venais de voir un film absolument essentiel, et aussi
extrêmement dérangeant. Je n'avais pas lu le livre, je me suis précipitée pour lire le livre et j'ai dit je reviens voir le film maintenant que j'ai lu le livre, c'est tout frais. Et le sentiment que j'ai maintenant, c'est que j'y suis rentrée beaucoup plus facilement après avoir eu le poids des mots. Et notamment, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que vous nous faites regarder Masnev, parce que le récit de Springora, c'est un récit autobiographique à la première personne, en quelque sorte. Et elle nous rapporte son état d'âme, ses états d'esprit, etc. Et là, j'ai vu Masnev comme si j'étais elle. J'ai eu l'impression, j'ai eu cette sensation glaçante de l'ogre dont elle parle, et notamment les scènes que je trouve, il y en a plein que je trouve épouvantables, mais notamment les sorties de collège. Et Jean-Paul Rouve est absolument éblouissant dans cette espèce d'immobilisme. Et bon, je crois qu'en ayant revu le film, je vais aller relire le livre. C'est sans fin. Je vais le dire à Vanessa, tiens. Voilà, je pense que c'est un film important et qui permettra sans doute à des gens qui n'ont pas lu le livre d'aller le lire comme je l'ai fait et puis d'avoir la conscience de ce que c'est que cette emprise. Alors la seule chose, et je trouve que le film, la première fois, c'est l'importance de la mère dans votre film, qui n'est pas dans le livre et qui me semble correspondre à un non-dit du livre, mais qu'on imagine très bien dans les relations d'une adolescente à sa mère laxiste, quoi. Vous avez, et elle est magnifique, bon. Mais vous lui accordez beaucoup de scènes comme ça qui ne sont pas dans le récit, dans le livre. Donc celles-ci, comment les avez-vous bâties? C'était mon intention première, c'est-à-dire que la première fois nous sommes parlé avec Vanessa, je lui ai dit écoute, moi dans cette adaptation, je voudrais vraiment développer le personnage de la mère beaucoup plus qu'il ne l'est dans ton récit. Parce que j'avais été vraiment choquée à la sortie du livre par les critiques, les jugements portés sur la mère. Quand je dis ça, c'est pas une histoire de l'excuser, mais je trouve que les personnes se sont emparées de la mère et n'ont jamais parlé du père. Et déjà, ça, je trouvais ça pas juste. Un père absent, on comprend en lisant le récit à quel point elle souffre de ce manque d'amour, mais alors tout le monde a accusé la mère. Et je me suis aussi interrogée sur l'identification du lecteur. Vous savez, il y a toujours quelque chose où quelque part, on peut pas s'identifier à Gabriel Matzneff, donc on s'identifie à un autre personnage. Tout d'un coup, tout le monde disait, beaucoup de gens disaient que c'était la mère qui était responsable de tout, alors que moi, j'avais la sensation aussi qu'elle était peut-être aussi une victime collatérale de cet homme. Et à travers le récit, j'avais vraiment la sensation aussi que c'était une femme qui avait beaucoup de blessures et de brisures et que j'avais la sensation qu'il fallait montrer davantage pour ressentir davantage, pour que le spectateur quitte la salle en s'interrogeant encore sur elle et en essayant de comprendre. Et comprendre sans juger. Et moi, je trouve que le cinéma, il est important pour ça. Il est important pour fouiller la complexité humaine. Et quand on va voir un film, qu'on puisse ressortir du film en continuant de s'interroger. Et pas juste être dans un jugement radical. Donc moi, c'était très important pour moi de développer la mère de Vanessa. Alors, j'ai un message d'une autre salle. J'ai été victime. Un grand merci à Vanessa pour son courage et son témoignage. Il faut que ça cesse. Trop d'enfants sont meurtris et brisés. Donc ça, c'est un message d'une autre salle. Et un autre message. Où est Matzneff maintenant? Alors, je crois que je l'ai posé tout à l'heure, pardon. Écrire, c'est bien. Pour autant, faut-il porter plainte malgré la prescription? Écrire, c'est bien. Pour autant, faut-il porter plainte malgré la prescription? Il y a beaucoup de questions sur que devient Matzneff. Est-ce qu'il est accusé? Est-ce qu'il est condamné? Alors, il y a toujours une affaire, entre guillemets, en cours. Mais effectivement, à cause de ce problème de prescription, voilà, l'affaire, en tout cas au parquet, est toujours en cours. Elle n'est pas encore classée.
Alors, autre question. Bonsoir, je suis dans la même salle, donc ici, donc. Qui n'ose pas parler? Mais un vous. peu timide pour poser la question. Bah, je sais qui vous êtes, ça y est. Dans l'une je des regarde. premières scènes du film, Gabriel Maznev se sert un verre de lait, ainsi qu'à Vanessa. Cela a-t-il la signification connue ou bien est-il du hasard? Merci. Alors, il faut savoir aussi que ça, par exemple, c'est pas décrit dans le récit de Vanessa, mais comme j'ai lu aussi beaucoup Gabriel Maznev, j'ai retrouvé chez lui des détails et des façons de faire avec ses proies. Et c'est comme ça aussi qu'il se racontait. Et j'ai trouvé que c'était important aussi de montrer un peu sa façon d'agir avec cette toute jeune fille qui venait chez lui. Donc je pense que la signification, oui, on peut la prendre comme ça. Alors, il y a toujours beaucoup de questions sur Gabriel Maznev. Est-ce qu'il était au courant de la conception du film? Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il a réagi au film? Il a réagi au livre, mais est-ce qu'il a réagi au film? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas s'il l'a vu. Je sais pas s'il va le voir. J'en sais rien. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a... Ici. Voilà, j'ai trouvé, ici, Bonjour. j'ai trouvé le film extraordinaire, bien entendu, mais, comment dire, je le trouve exceptionnel, dans le sens où d'abord, il y a peu de films qui relatent ce type d'expérience. Et la seconde chose également, c'est que l'écriture a permis effectivement la libération d'une certaine façon et permet effectivement de faire entendre aujourd'hui donc les agressions. Et il est vrai que la plupart des personnes agressées par des adultes, des enfants agressés mais par les adultes, sont d'abord dans le silence et restent même très longtemps dans le silence, jusqu'à même leur mort parfois. Et donc ce film, effectivement, j'espère, éclairera un peu ces questions-là et feront entendre effectivement ces silencieux qui sont passés entre les mains d'agresseurs et de prédateurs. Oui, en tous les cas, je nourris le même espoir que vous. Et ce film s'adresse aussi effectivement à toutes ces victimes aussi qui ont peut-être aussi eu peur de parler parce qu'elles ont eu peur de ne pas être crues. Et parfois, on m'a interrogée aussi sur la nécessité de montrer. Mais il y a deux choses. J'ai échangé avec beaucoup de victimes après le film qui m'ont remercié, entre guillemets, de ne pas édulcorer la cruauté, la violence de ce qu'elles avaient vécu. Et ça, quand je parlais de responsabilité tout à l'heure, je parlais de ça. Et je pense aussi à toutes les personnes qui n'arrivent pas à se reconnaître victimes et qui, peut-être en voyant le film, vont reconnaître des choses aussi dans la mécanique de l'emprise dévoilée et qui vont peut-être enfin se reconnaître victimes. Mais je pense aussi à nous tous qui sommes entourés de personnes victimes dont on ne soupçonne pas la souffrance. Et même si ça peut paraître un peu utopique, dit comme ça, mais faire ce film-là, pour moi, c'était aussi provoquer dans nos regards à tous peut-être une empathie encore plus forte. C'est-à-dire qu'on voit très bien la trajectoire du personnage, on voit très bien les symptômes de sa détresse. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a... Je dis ça parce que quand j'ai commencé l'écriture de l'adaptation, j'ai 2 amis proches qui m'ont confié leurs abus sexuels vécus dans leur enfance. Et en fait, je m'en suis énormément voulu parce que c'est 2 personnes que je connaissais depuis très longtemps. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir perçu dans leur comportement, dans des schémas répétitifs d'autodestruction, qu'il y avait peut-être aussi ce problème-là qui avait causé ça.
Et c'est aussi ce que j'espère aussi à travers ce film-là, c'est qu'on puisse aussi porter un autre regard sur les autres et parfois être peut-être plus à l'écoute. Et je m'inclus moi-même là-dedans. Alors, une question ici, si j'ai bien compris. Oui, j'ai une question par rapport à une scène du film qui m'a un peu interpellée. À un moment donné, on voit Vanessa qui donc danse, on voit qu'elle est un peu perdue, tout le monde s'écroule autour d'elle, c'est une scène qui paraît un peu irréelle. Et j'aimerais savoir si c'était une volonté de Vanessa Springora de montrer que quand on est victime de ce genre d'abus, on peut se déconstruire, on peut se déconnecter de la réalité, être totalement perdu. On la voit dans un hôpital psychiatrique. Déjà, est-ce que ça s'est vraiment passé en réalité ? Et voilà, est-ce que c'était sa volonté à elle de montrer qu'elle a été totalement déboussolée par ça et qu'on peut vraiment se déconnecter de la réalité quand on vit ce genre de choses ? Alors, sa volonté, c'est-à-dire que c'est dans le récit, oui. Elle raconte l'empreinte. On ne peut pas traiter l'emprise sans traiter l'empreinte. Il y a forcément des conséquences. Et dans son livre, dans son récit, elle raconte effectivement avoir traversé une phase de dépersonnalisation terrible et elle a été internée. Voilà. Mais vous savez, il y a encore quelques jours, j'étais dans un débat près de Paris et il y a une femme présente qui prend la parole en premier et qui dit qu'elle est là parce que son amie, une amie proche, avait été victime aussi de Gabriel Matzneff et que cette femme-là était toujours à l'hôpital et s'en était jamais remise. Voilà. Mais Vanessa, dans son récit, explique effectivement avoir traversé ce moment extrêmement difficile de dépersonnalisation. Et il y a une phrase dans ce récit qui est très importante, qui n'est pas évoquée dans le film, mais que j'ai essayé justement de traduire en images, d'où cette scène-là que j'ai imaginée sur la scène, et tout ce mouvement comme ça, qui raconte aussi son internement. En fait, elle s'adresse, elle est interrogée par la chef de l'hôpital, et la chef de l'hôpital lui explique qu'elle traverse une phase de dépersonnalisation, et elle lui répond, dans le livre précisément, ces phrases, ces mots, ce sont « Alors tout ça c'est vrai, je ne suis pas une fiction ». Et c'est ce que j'ai essayé, moi, de mettre en scène à l'image. Voilà. Alors, il y a aussi des messages qui évoquent la réponse ou l'absence de réponse du milieu médical. La réponse du milieu médical, le médecin, les mains dans les poches et la jeune fille sur la table d'examen, point de suspension. Il y a encore beaucoup de chemin à faire en consultation. Donc ce n'est pas une question, c'est plutôt un constat. Monsieur, ici, à Pessac. Oui, alors j'avais deux petites questions. La première serait peut-être pas facile parce que ça serait plutôt directement pour Vanessa Springora. Mais on voit dans les dernières secondes du film donc, que ce livre va être un peu sa thérapie, même si je pense qu'on ne se remet jamais durant sa vie de cette épreuve. Est-ce que le film, la sortie de ce film, qui va forcément toucher une plus large audience, va être une étape supplémentaire pour elle, même si elle n'est pas... C'est pas elle qui est à l'initiative du film. La deuxième question, là vous pouvez me répondre directement bien sûr, c'est on voit en 90 effectivement que Denise Bombardier était bien seule et je viens d'apprendre là qu'en fait elle a même été attaquée à la suite de l'émission. Bon, c'est il y a 40 ans certes, une autre époque certes, mais enfin quand même c'est il y a que 40 ans et il y a des gens encore vivants. 33 ans. Pardon, 33 en plus, je calcule mal. Oui, tout à fait. Et donc, il y a encore des gens de cette époque qui sont vivants. Après, il y a d'autres personnalités que je ne citerai pas, mais qui sont suspectées, toujours bien connues, donc forcément protégées, d'une certaine façon, activement ou passivement. Est-ce que, en voulant faire ce film, vous avez à un moment ou un autre rencontré des difficultés, des réticences ou des conseils de peut-être aller voir ailleurs, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer les choses, mais je pense que vous comprenez le sens de ma question. En fait, je saurais jamais vraiment. En tout cas, par rapport à la construction du film, non, j'ai senti que certaines personnes pouvaient être frileux par rapport à la dureté, à la réalité de cette histoire-là.
Mais après, j'ai eu la chance de travailler avec mes producteurs, avec qui j'avais déjà fait Gueule d'Ange, et puis de rencontrer mon distributeur, qui est un homme formidable. Donc j'ai eu des super, j'ai eu la chance d'être très entourée et de travailler avec des personnes véritablement engagées. Maintenant, ce qui est certain, c'est que les complices même de Gabriel Matzneff sont toujours là, mais dans l'ombre, mais sont toujours là. On m'a souvent dit, oui, j'ai eu des réflexions en tous les cas de personnes qui m'ont dit, qui avaient peur que j'adapte une telle histoire. Mais moi, ma nécessité, en tous les cas éprouvée, de continuer à dénoncer les abus sexuels et les abus de pouvoir a fait que voilà, c'était de toute façon, c'était mon projet, c'était mon besoin aussi. Donc, j'aurais pas pu m'arrêter. Mais et pour revenir à Vanessa, après c'est difficile pour moi de répondre à sa place. Donc, je sais pas. Je peux pas répondre à sa place. Alors, une question ici. Bonjour. Bonsoir. Entre Gueule d'Ange, c'était il y a 5 ans, je crois, et ce film-là, on voit que vous traitez beaucoup des relations mère-fille et de la protection de l'enfance, des mineurs. Et je voulais savoir si, pour préparer surtout pour la protection de l'enfance, est-ce que vous travaillez avec des professionnels ou... Enfin, c'est ma question. Des professionnels de l'enfance. Oui, de l'enfance. De la santé de l'enfance. Alors, plusieurs choses. Ça me touche que vous voyez ça, parce que, en fait, quand Gueule d'Ange avait mis du temps à se monter, parce que c'était aussi un sujet complexe de parler de l'alcoolisme d'une enfant de 8 ans, et quand les choses mettaient du temps à se monter, j'ai hésité à un moment donné à tout arrêter et me consacrer ma vie à la protection des mineurs et à commencer une formation et travailler dans la protection des mineurs. Donc c'est vraiment le sujet qui me concerne le plus. Et quand j'ai lu le livre de Vanessa, de lire à travers ces pages à quel point personne ne l'avait protégée. Personne du monde adulte ne l'a protégée. C'est quelque chose qui m'a littéralement bouleversée. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai voulu adapter cette histoire. Alors, pour Gueule d'Ange, j'ai rencontré beaucoup de personnes du domaine des addictions, des docteurs, des médecins. Pour celui-ci, j'ai consulté, j'ai un ami que je connais qui est docteur en psychologie et qui est spécialisé dans la criminologie sexuelle chez les adolescents. Je l'ai beaucoup interrogé quand j'étais dans l'écriture pour essayer de comprendre aussi davantage le mode opératoire du prédateur, mais des prédateurs aussi, et ce que signifiait un mode opératoire vraiment, et aussi avoir son avis sur sur le rapport à l'empathie, comment mieux comprendre en tous les cas le profil du prédateur. Mais sinon, je me suis surtout documentée moi, et puis il y a eu tous ces échanges avec Vanessa, donc voilà. Alors il y a un message qui prolonge ce que vous venez de dire. Contrairement à beaucoup de victimes pour lesquelles personne ne savait, pour Vanessa, tout le monde savait et tout le monde trouvait la situation normale. N'était-ce pas plus violent et insupportable pour elle qui a été abusée publiquement? Voilà. Et ça rejoint ce que vous venez de dire. Alors vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, je crois, mais il y a une question. Bonsoir. Que pense Vanessa Springora du film? Et est-ce qu'elle prépare un autre livre? Et si oui, sur quel sujet? Ou est-ce que vous en avez est-ce que vous en avez fait part? Alors, oui, elle prépare un nouveau livre, mais je crois que le sujet est assez secret, donc je ne vais pas pouvoir révéler ça. Mais en tous les cas, elle est en écriture de son prochain livre. Oui. Et le film, encore une fois, c'est difficile de parler à sa place, mais évidemment, ça a été très complexe pour elle de le voir, parce que c'est comme sa vie mise à l'image.
et qu'elle a été bouleversée, et notamment à la scène où elle est convoquée dans le bureau du proviseur. Elle en parle d'ailleurs dans Le Monde, dans un article qui est sorti récemment. Elle le dit, donc je peux le dire du coup. Mais à ce moment-là, toute l'émotion en fait s'est lâchée. Et c'est vrai que cette scène est terrible, parce que quand on parle du monde adulte, je pense qu'à ce moment-là, c'est le dernier endroit où elle pourrait être quelque part protégée, où il y a encore un cadre. Et quand on lui propose de démissionner de son propre gré, c'est terrible, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien en fait. Et je crois que c'est ce moment-là, en tous les cas, elle l'a revu plusieurs fois, hein, il y a eu un premier choc évidemment visuel, mais ce moment-là, en tous les cas, son émotion, elle a eu beaucoup de difficultés à la retenir. Oui. Alors, une question ici à Pessac. Oui, bonsoir. Bonsoir. Du coup, après qu'elle ait quitté Gabriel Matzneff, vous la représentez avec différents hommes, et notamment Yuri. Comment vous avez voulu construire le personnage, enfin, comment Vanessa Springora le décrit-elle dans son livre? Parce que au début, on a quand même l'impression qu'il ne veut pas en faire une victime, au contraire. Et pourtant, on a quand même cette impression qu'elle reste dans sa position de victime, dans sa position de proie, entre guillemets, et de personne très fragile à ses yeux. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, ou qu'est-ce qu'elle en pense de Yuri? De Yuri? Ou de qui? Enfin, quand vous parlez de proie, victime, vous parlez de Gabriel Matzneff, pas de Yuri. Non, je parle de Yuri parce qu'il y a quand même cette idée que elle paraît pas à l'aise avec lui totalement, elle paraît pas dans un élément sain, dans une relation totalement saine avec lui, et du coup on peut se poser la question, est-ce que vous avez voulu le représenter un peu comme... Non. En plus, moi, je suis vraiment très, très touchée par ce personnage. Au moment où on la voit sur les quais, en train d'essayer de retrouver une vie normale, avec ce garçon qui est d'une gentillesse et d'une bienveillance folle à son égard. Non, vous parlez de la scène de sexualité entre eux, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, ce qui était important pour moi, c'était de traiter aussi la complexité d'une sexualité possible après la prédation qu'elle a vécue. Mais on sent bien que ce garçon, à ce moment-là, veut s'assurer de ne pas lui faire du mal, etc. Et que, en fait, elle a tellement été, tellement initiée par Gabriel Matzneff, et elle est devenue à son corps défendant ce pantin sexuel pour lui, qu'il y a forcément aussi une confusion de sa part. On voit bien dans le film d'ailleurs, à travers les séquences à caractère intime, que le personnage féminin ne prend jamais de plaisir. Elle est juste dans une sorte d'abnégation totale, et Gabriel Matzneff est dans son initiation. Donc pour moi, cette séquence-là, il fallait qu'elle existe pour montrer, la complexité d'une sexualité après. Mais en fait, dans son récit, elle explique justement qu'elle alterne entre ces moments d'une vie qui pourrait être celle d'un couple un peu plus normal, avec un jeune garçon, avec toute la fougue, l'amour des premiers temps, et en même temps que elle parfois essaie, et en même temps ça la renvoie toujours à une angoisse qui est terrible, et donc elle alterne ces moments qui pourraient être heureux avec des moments d'une violence terrible, parce que, et d'ailleurs il y a cette séquence dans le film où elle le quitte, où elle dit qu'elle se dégoûte, et elle n'arrivait évidemment pas à se réparer de son traumatisme. Donc voilà. Alors, deux messages. Un message qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'émission d'Apostrophe. Je n'ai pas vraiment de questions, je veux juste vous dire bravo et merci. J'ai 66 ans et je me souviens avoir vu Apostrophe avec mes parents. Et je me souviens qu'ils avaient applaudi Madame Bombardier. C'est signé François. Bon, merci François. Voilà. Et donc, un autre message qui concerne, si j'ai bien compris, l'Unipop de Ville en Ville. Je trouve votre formule formidable, car lorsqu'on vient seul au cinéma, ce partage après un film aussi bouleversant
est vraiment très appréciable. Merci beaucoup. Donc merci pour ce message, bien sûr. Alors moi, je voudrais poser une dernière question, c'est vous concernant. C'est-à-dire que le film est à l'affiche depuis déjà une semaine et un jour. Il l'est toujours, bien sûr, à Pessac et dans tous les cinémas avec lesquels on est en direct et bien d'autres. On salue la société Pan. On dit Pan, je crois, hein, avant on disait Pan européenne. Oui. Voilà, qui distribue le film. Et la question, c'est entre Gueule d'ange et le consentement, il y a eu 4 ou 5 ans, si je compte bien. J'imagine que vous préparez d'autres films. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Au moins un autre film. Oh oui, un autre film avec Vanessa Paradis, voilà, qui traite de femmes, de combattantes, de résistantes, de femmes dont j'admire le courage. Je crois que j'ai envie de continuer à porter ces femmes qui se battent à l'écran. Voilà. Bon, on a hâte de vous inviter à nouveau pour présenter ce nouveau film. Bonne chance, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et merci aux autres spectateurs des autres salles. Qui sont dans les autres salles. Qu'on salue évidemment. Merci. Amicalement. Merci beaucoup. Merci François, merci Unipop.